Bonjour, bonjour. 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 Bonjour Corinne. Bonjour Madame Rafla, bienvenue. Alors, je vais à présent couper les micros de tout le monde et je vous remercie aussi de limiter vos vidéos afin que la qualité des présentations soit garantie. Alors, je vous rappelle aussi que la présentation est enregistrée et elle pourra éventuellement être diffusée sur nos médias en ligne. Bienvenue à tous, je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour écouter cette série de conférences. Alors pour cette première conférence, nous allons revenir un peu sur un état des lieux et faire un petit point sur quelques notions de base pour nos auditeurs qui sont moins avertis. Je sais que beaucoup d'entre vous sont du métier et bon, ça fait jamais de mal de revoir un peu les notions élémentaires. Alors, je vous présente Madame Rafla Atia qui va présenter un petit état des lieux de la situation des sols en Tunisie. C'est la directrice des sols au sein de la direction générale de l'aménagement des terres agricoles et de la conservation des terres agricoles. Elle va se présenter elle-même dans quelques instants. Et puis nous aurons aussi Tayeb Nesri qui va vous donner justement ces petites notions de base et nous ferons un petit échange de questions-réponses. Je vous cède la parole, Madame Rafla, à vous de commencer votre présentation et puis peut-être vous représenter un peu plus en détail si vous le souhaitez. Oui, merci Corinne. Bon, je me présente, c'est Madame Marthéa Rafla, directeur des ressources en sol. Mon champ d'action, c'est essentiellement promouvoir les connaissances sur le potentiel sol, aussi le suivi et évaluation de la santé des sols moyennant des indicateurs appropriés et ce dans le cadre de différentes activités, projets, conventions. Et puis enfin, faciliter une meilleure planification par les décideurs, ciblant les interventions des bonnes pratiques de gestion des sols. Donc, je m'arrête là. Ma présentation, je ne sais pas si je peux commencer, Corinne. Donc, je partage l'écran, c'est ça? Oui, je vous en prie, allez-y. Donc, comment pourrais-je partager l'écran donc ça ne ressort pas? Laissez-moi vérifier si... normalement, de mon côté, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Normalement, je vous avais l'autorisation de partager. Normalement, il y a le bouton en bas présent. Donc, c'est bon, vous m'avez autorisé à partager? Oui, normalement, il n'y a aucune restriction pour partager.
Si vous voulez, envoyez-moi votre présentation par email et je vais la partager moi. Ah, ça y est. Ça vient. D'accord. C'est bon, ça vient. C'est bon. Je peux commencer? C'est bon, vous l'avez à l'écran? Oui, c'est très bien. On voit votre partage. Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. Donc, ma présentation, elle concerne comment l'importance de disposer d'informations sur nos sols pour mieux choisir des scénarios appropriés d'utilisation et de gestion des terres. Comme vous savez, pour cette année, les principaux messages clés pour l'année 2023 pour les sols dans le cadre du GSP ou dans le cadre du COP28, c'était le premier. Il y a 4 messages clés qui ont été partagés avec tout le monde à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, comme quoi le sol et l'eau sont des ressources essentielles au maintien de la vie sur Terre. Le sol et l'eau sont des ressources interconnectées qui nécessitent une gestion intégrée. De mauvaises pratiques de gestion des sols et de l'eau affectent l'érosion des sols, la biodiversité, la fertilité des sols ainsi que la qualité et la quantité de l'eau. La conservation des sols et de l'eau contribue à l'atténuation et l'adaptation des changements climatiques. Donc sur ce, dans un contexte de changement climatique et d'augmentation des périodes de sécheresse, les rendements des cultures et de la production agricole ils sont à risque. Donc une meilleure gestion des ressources en sol et en eau, la mise en place de pratiques agricoles plus adaptées permettent d'accroître la production agricole, les services écosystémiques et la sécurité alimentaire. Donc, comment relever ces défis? Ça nécessite des informations sur les sols et des outils précis, combinant les technologies de l'information, la télédétection, les données de terrain, analyse au labo, qui orientent une meilleure planification ciblée par les décideurs. Aussi, l'importance du secteur agricole en Tunisie, ça contribue à 10% du PIB, ça engage une main-d'œuvre de 17 à 20%. Le secteur de l'olivier représente 40%, les céréales 28% des surfaces agricoles utiles, les fourrages 6 à 9% des surfaces agricoles utiles et aussi une idée sur la taille des exploitations et 75% sont inférieurs à 10 hectares avec 55% inférieurs à 5 hectares. Donc, comme vous savez, la nouvelle stratégie ACTA à l'horizon 2050 a pour libellé la gestion durable des ressources en terre en vue de développement de territoires ruraux prospères, avec un intérêt particulier au soutien de l'agriculture pluviale. Les orientations stratégiques principales de la stratégie seront, comme vous voyez, en surligné en jaune, la protection et régénération des sols, la lutte contre les ravinements et voies d'eau, la valorisation agricole des travaux CES, l'adaptation au changement climatique et surtout la gouvernance territoriale et l'aménagement des terres agricoles. Donc, cette stratégie, elle est en synergie avec plusieurs stratégies nationales, comme la stratégie de l'eau 2050, la stratégie de forêt, la politique nationale d'adaptation au changement climatique, le programme d'action nationale de lutte contre la désertification et la stratégie de l'Agence foncière agricole. Donc, un ensemble de programmes et projets et partenariats SOL viennent consolider l'ensemble des orientations développées dans le cadre de cette stratégie ACTA. Il y a plusieurs projets, il y a plusieurs programmes et conventions avec des institutions nationales et internationales. Avec une valorisation de la documentation, tout ce qui existe comme patrimoine de documentation à la direction des sols, sous format numérique ou sous format papier, avec une valorisation des anciennes études ES des sols. Donc, voici en détail un peu ces partenariats. Il y a le projet SolFormed avec l'Union européenne, des partenariats, des activités dans le cadre du projet ProSol, des activités dans le cadre de l'inventaire forestier avec le changement climatique, des partenariats avec des institutions de recherche comme l'IRAMEDNIN et l'INGREF et le CNCT pour la gestion, tout ce qui est Perspectra, et aussi des directions
techniques au sein du ministère de l'Agriculture comme l'AGR. Donc, ces programmes sols peuvent être scindés en six thématiques. Le thème 1, c'est le développement d'un système national d'information sur les sols. Le thème 2, soutenir et investir dans les laboratoires de sols. 3, renforcer le potentiel de séquestration de carbone organique. 4, la gestion de la fertilité des sols. 5, récupérer les sols affectés par les sels et améliorer leur productivité. Enfin, 6, renforcer les politiques et la législation relative aux sols. Donc, commence par la première thématique, c'est concerne la mise en place d'un système de suivi et évaluation des sols, système d'information. Le projet a pour titre suivi de la santé et système d'information pour la gestion durable des sols et des eaux dans la région méditerranéenne. Il concerne 16 pays qui sont impliqués dans ce projet, dont la Tunisie. Il essaie de vraiment valoriser tout ce qui est données sur les sols et informations, soit anciennes, ce qu'on appelle legacy data, soit nouvelles informations. Il faut tout utiliser, rien laisser, valoriser toute information sur les sols pour mettre en place ce système d'information qui concerne la collecte d'informations pour créer une base de données qui analyse et synthétise cette information pour protéger les sols. Et ça va aussi, cette initiative, elle est en harmonie avec l'initiative GLOSIS mondiale lancée par le GSP FAO depuis 2018. Donc, ce projet a 9 work packages, dont la plus importante, la Tunisie, la DG ACTA. Elle est le leader pour cette mise en place de systèmes d'information de données et sur le sol et la conceptualisation avec la mise en place d'un site web et une plateforme dans ce sens. Donc, c'est surtout cette valorisation d'anciennes données, toute cette masse d'études pédologiques à l'échelle nationale comprenant des milliers de profils, des milliers de cartes, des études anciennes aussi avec ce qui engendre l'emplacement de profils pédologiques. Donc, il y a assez d'informations qui doivent être valorisées dans ce système. Aussi ici, l'ensemble 460 profils, déjà d'anciens profils dans la région de Bizerte. Donc ici aussi, un projet de valorisation des résultats de recherche avec le CNCT aussi qui a permis la mise en place d'un géoportail pour les informations sol. En fait, ce géoportail, c'est quand même une petite application qui a permis de valoriser tout ce qui est information. Donc, on a essayé de corréler les informations des analyses des sols avec les réponses spectrales sur images hyperspectrales et faire cette corrélation et cette correspondance entre tout ce qui est spectral et information de terrain pour permettre une modélisation de façon à aboutir enfin à mettre en place une librairie spectrale. Donc ici, le principe de cette méthode, c'est d'avoir une couche d'informations pour chaque paramètre des sols. Ici, on va pour le carbone organique, une carte pour le pH, une carte pour la salinité, moyennant cette correspondance et cette corrélation, de spectre entre les informations d'analyse des sols, les valeurs d'analyse des sols et les réponses spectrales, tout ce qui est spectre. Ici aussi, on a une intervention avec la DGF, la DG Forêt, dans le cadre d'un inventaire forestier pour la cartographie du carbone organique à l'échelle nationale, avec un échantillonnage de 1000 échantillons des sols à l'échelle nationale, qui est cette stratégie d'échantillonnage en harmonie avec l'échantillonnage des placettes de sol pour tout ce qui est forestier, parcours et oléicole. Donc, c'est une contribution que j'espère soit valorisée et vraiment, c'est une première pour la direction des sols pour établir un document qui va servir à plusieurs intervenants au niveau du ministère d'Agriculture et aussi au niveau mondial, global. Donc aussi ce partenariat avec l'ERA Mednin, donc dans le cadre du projet Soil for Africa, que l'ERA Mednin est le leader dans ce projet, tout ce qui est Nord Africa et
Donc, ça va permettre aussi vous voyez, ce qui est en vert, c'est les zones d'intervention pour les ramédines. Donc, la direction des sols a contribué en procédant sa contribution à l'échelle nationale pour la Tunisie avec pratiquement 360 échantillons qui vont permettre de mettre en place une petite plateforme à l'échelle de l'Afrique pour la représentation des sols tunisiens et une sélection des unités représentatives des sols tunisiens. Donc, ça a permis d'acquérir des méthodologies de caractérisation sur terrain, des formulaires de terrain ODK qui sont chargés, c'est des applications Android donc, qui ont permis de collecter les informations sur terrain et c'est très intéressant comme numérisation des données depuis le terrain jusqu'au traitement des données et leur intégration dans une plateforme. Donc aussi le thème 2, donc, c'est soutenir et investir dans les laboratoires des sols dans le cadre de la mission d'accréditation du laboratoire central, dans le cadre du projet ProSol. Aussi, on a procédé à l'accréditation de certaines techniques d'analyse. Bon, franchement, avoir toutes ces techniques accréditées donc, c'est un peu difficile vu qu'il y a des conditions de bâtiment, d'isolation. Donc, on a maintenant procédé à l'accréditation à la certification de certaines analyses aussi, donc qui permet de mieux valoriser le laboratoire et ses activités, sachant que le laboratoire pratiquement dispose maintenant d'une base de données de 35 000 valeurs et avec un rythme de production de données de 1500 à 2000 valeurs pour les sols et pour l'eau, c'est aux alentours de 1400 analyses par année pour les eaux. Donc aussi, on a pour but ultérieurement de numériser et organiser les analyses des sols avec un logiciel, ce qu'on appelle LIMS, Laboratory Information Management, c'est le système de LIMS qui permet de gérer, organiser, de traiter les analyses au laboratoire. C'est notre objectif dans une prochaine étape. Aussi, le projet ProSol a permis la conception d'un camion soil mobile dans le cadre du ProSol, donc qui va contribuer à l'analyse des sols de proximité, l'information, le conseil, la sensibilisation des agriculteurs à l'importance des analyses sols et ce qui permettra de faire au fur et à mesure des fertilisations raisonnées et la vulgarisation des pratiques de maintien et l'amélioration de la qualité des sols. Donc le thème 3 aussi, renforcer le potentiel de séquestration de carbone du sol du pays. Donc on est à la DGECTA, on est officiellement membre expert du Comité national d'inventaire des gaz à effet de serre et on participe à la préparation du rapport biennal actualisé de la Tunisie. Cette année, c'est l'année 2022, c'était le BUR 3, le troisième rapport au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et tout ce qui est affectation des terres et leur contribution à la séquestration de carbone. Aussi, le thème 4, la gestion de la fertilité des sols. On va essayer d'élaborer un guide qui permet d'orienter l'utilisation optimale des engrais en Tunisie avec tout ce qui est promotion de la fertilisation efficiente en adoptant des technologies de libération contrôlée de nutriments. Donc ici, le thème 4, c'est récupérer les sols affectés par le sel et améliorer leur productivité. Donc on a un programme avec la Direction générale de génie rural dans le cadre du projet PVPI financé par le BAD. On a fait une situation de diagnostic pour les zones pilotes des périmètres irrigués dans le cadre du projet, à savoir Sidi Bouzid, Kasserine et Kerwan. Un rapport de diagnostic a été établi et puis un programme pour tester des modèles d'agriculture à travers les sites pilotes et restaurer la fertilité des sols en collaboration avec les exploitants procédant à différents scénarios d'amendement, à savoir le bois de taille. On s'est permis même de tester des petites parcelles avec le phosphogypse dans le cadre maintenant de discussion de reclassement du phosphogypse en tant que
déchets, déchets qui est, qui est interdit et qui est euh, grave. Donc, on a testé certaines parcelles pour voir l'impact de ce phosphogype sur les sols salés, aussi la valorisation agricole des boues résiduaires. On a testé ce protocole dans une ferme à Casserine et franchement, ça a donné des résultats très intéressants. Vous voyez à gauche les parcelles avant épandage des boues et à droite après 6 mois d'épandage des boues. Donc, ça a donné des résultats très satisfaisants avec toujours une certaine vigilance par rapport au suivi à long terme de ces parcelles. Enfin, maintenant, le dernier volet que je vais aborder, c'est le renforcement des politiques, tout ce qui est législation et loi relative au sol. Comme vous savez, la Tunisie ne bénéficie pas de législation nationale spécifique qui réglemente la gestion des sols, tels que le code forestier, les parcs nationaux, les aires protégées, les zones Ramsar. Donc, nous, à la direction des sols et même la DGRTA, procède au pilotage du texte réglementaire qui concerne l'utilisation des boues d'épuration, le compostage en utilisant les déchets de l'industrie de l'huile d'olive qui est la margine, et la législation d'amendement par le phosphogypse pour les sols, et ce pour les sols agricoles tunisiens. Donc, on suit de près ces normes, ces législations. Pour certains, il y a des textes qui sont fermes maintenant, qui sont clairs, et pour d'autres, c'est en cours d'élaboration, telles que l'utilisation des eaux usées traitées. Il y a encore des clauses à vérifier. Aussi, l'utilisation des engrais phosphatés pour les grandes cultures. Donc, c'est un axe qui est en train d'être développé par l'INGC. On contribue avec l'analyse de 1200 échantillons par an. Enfin, donc, toutes ces activités pour développer des données intégrées sur les sols, qui est vraiment une passerelle pour la gestion durable des sols et qui est nécessaire pour une bonne planification. Donc, ça commence par une collecte des données, une valorisation de l'existant, une modélisation et cartographie, un suivi, un processus de suivi et modélisation, et puis une gouvernance, une planification et mise à l'échelle pour orienter les décideurs. Merci pour votre attention. Ah, merci Madame Atia, c'était vraiment très riche et c'est bon, c'est réconfortant de voir tous ces programmes à l'œuvre parce que finalement j'avais envie de rappeler pourquoi on fait tout ça. Peut-être tout le monde n'en a pas vraiment conscience, mais nos sols, ils sont à l'origine de plus de 90% de notre nourriture. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont majoritairement dégradés. Et il y a donc ce besoin urgent de rétablir une fertilité durable et puis peut-être d'abandonner certaines pratiques qu'on sait aujourd'hui vraiment néfastes. Et je voulais vous demander, avec tout ça, est-ce que il y a aussi des incitations à la mise en œuvre des bonnes pratiques qui sont prévues dans le cadre des politiques du ministère de l'Agriculture? Oui, maintenant, d'ailleurs, c'est ça l'objectif de ces journées d'information, d'organisation de journées mondiales des sols. On n'aura pas l'occasion pour valoriser nos produits, nos activités et surtout insister sur l'ancrage institutionnel et la répartition des tâches entre les différentes directions techniques et la valorisation de ce qu'on produit comme information pour différentes, par exemple pour la production végétale, pour la restauration, les thématiques que je viens d'énumérer, tout ce qui est législation, tout ce qui est restauration des sols salés. Donc, il y a de beaucoup, on est en train de produire des informations et le côté systématique aussi de l'utilisation de ces données, de les prouver déjà avec la mise en place d'un système d'information qui devrait être fonctionnel, dynamique aussi, qui ne doit pas être statique, qui doit être rafraîchi au fur et à mesure qu'on produit des résultats d'analyse, qu'on fait des expertises.
Donc, tout ça, il y a beaucoup à faire sur le plan institutionnel, ancrage et surtout collaboration avec les différentes directions techniques et aussi valoriser nos produits à l'échelle globale avec les institutions internationales. Et c'est Oui, ça, il y a un grand défi à faire et auquel on est en train de travailler. oui, certainement, vous avez raison d'insister sur le côté collecte des données et bilan des pratiques actuelles. En ce qui me concerne, moi qui suis aussi une femme de terrain, euh, je, je- évidemment, j'ai envie que les choses aillent un peu plus vite, surtout sur le côté incitation aux bonnes pratiques, parce que lorsqu'on travaille comme moi avec une approche naturelle, on doit compenser toutes ces années de dégradation voilà, on trouve des terres dans des états dégradés et, et, et parallèlement, on continue de laisser faire les mauvaises pratiques. On ne voit pas une volonté forte de mettre fin à ce qui est le plus néfaste pour les sols. Du coup, voilà, il y a toujours cette dichotomie entre l'urgence d'avoir des mesures concrètes et puis ce temps qui est aussi nécessaire pour ben, les recherches, la collecte de données, le mapping. Alors une petite dernière question concernant ce que vous avez présenté avec justement tous ces efforts de collecte. Dans quelle mesure ces données vont être accessibles? Elles sont faites pour qui, toutes ces données? Avant tout pour les gens des directions, les personnels directement concernés, ou est-ce qu'il y aura un accès plus public? Déjà, le système d'information verra le jour, franchement, avec le projet Soil for Med. Donc, il a pris, il a commencé 2023-2024 et prendra fin 2027. Mais le système d'information, c'est le Work Package 2. Donc, euh, c'est premières parties planifiées dans le cadre de ce projet. Donc, normalement, ça prendra fin mi-2024 ou bien fin 2024. Certainement, il y aura des procédures avec le ministère de l'Agriculture pour la circulation de données, avec l'OMI, l'office aussi de l'OMI. Donc, il y a certainement des lois pour l'utilisation de ces données. Donc, au fur et à mesure, on informera les intervenants et nos collaborateurs sur l'état d'avancement de ce système d'information et sa fonctionnalité. Je pense que nous serons intéressés par la mise à disposition de tous les intervenants et aussi les intervenants aussi auront besoin des données contenues dans ce système d'information. Donc c'est réciproque, l'intérêt est réciproque pour nous et pour tout ce qui est stakeholder et utilisateur des informations sur les sols. Merci. Je vous remercie beaucoup, Madame Rafla Atia, direction de la DG ACTA au niveau des sols. C'était vraiment très riche. Je vais maintenant passer la parole à Tayeb Nemissi qui va nous présenter quelques petites notions de base sur les sols, comment se forment-ils, comment on peut les caractériser. Tayeb, es-tu avec moi? Oui, alors. Taïeb, remets ton micro, je crois qu'on ne t'entend pas. Alors, je ne sais pas si tu parles, mais nous ne t'entendons pas.
Alors, Taïeb, que se passe-t-il? Alors, je vais en profiter pour présenter Taïeb Nemissi, qui est un ingénieur agronome. Il est actuellement engagé avec le Knowledge Hub for Organic Agriculture North Africa, plus connu sous le nom de KHNA, un projet qui est développé en partenariat avec le Centre technique pour l'agriculture biologique et la GIZ. C'est un réseau qui vise à lui aussi vulgariser la connaissance dans le domaine de l'agriculture biologique pour rendre plus accessible au niveau des producteurs les moyens techniques, la connaissance de base pour mettre en œuvre les pratiques de l'agriculture biologique. Taïeb est aussi un ancien de l'ombre du palmier. Il a suivi un cours de permaculture avec moi dans le cadre d'un projet pilote développé à Argheb, Sidi Bouzid. Et il est lui-même un entrepreneur avec un bureau de consulting actuellement et puis une parcelle agricole aussi, Argheb, je crois bien. Est-ce que nous t'avons avec nous, Taïeb? Alors, ton micro, normalement, oui, normalement, tu dois pouvoir ouvrir toi-même ton micro. Voilà. Allô? Oui, Ah, voilà. allô? Oui, nous t'entendons. C'est bon? Ah, excusez-moi, j'ai pas compris, tout était coupé. Bon, Les mystères de la bon, je vais technologie. partager la présentation. Vous êtes là? Oui, nous sommes Corinne, là, tu vas-y. m'entends? Vas-y. Eh, très bien, voilà. Je vais juste partager mon écran. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon, vous voyez la présentation? Oui, c'est parfait. Oui, très bien. Ok. Ah, très bien. Bon, ben, bonjour tout le monde. Donc, merci déjà Corinne pour l'invitation. Donc, je suis Taïb Nemissi. Je suis conseiller agricole. Je suis spécialisé dans le montage et la gestion de projets agricoles durables. Comme l'a dit Corinne, je suis aussi multiplicateur de connaissances en agriculture biologique. Donc, j'ai aussi un programme sur le sol dans le cadre de ce projet. Je suis aussi membre du comité de gestion du FNAC. Le FNAC, c'est un forum qui rassemble les acteurs d'adaptation au changement climatique en Tunisie. Donc, je vais commencer par le commencement, le sol. Le sol. Alors, c'est quoi le sol? Le sol est bien plus qu'une simple couche de terre. C'est tout un écosystème vivant qui est composé de matière organique, débris de végétaux, animaux en décomposition. On y trouve ici les minéraux qui sont issus de la roche-mère, de l'eau et de l'air, occupant les espaces entre les particules du sol, les micro-organismes qui sont une multitude d'organismes vivants, comme les vers de terre, les bactéries, les champignons, qui sont essentiels à la santé du sol. Alors, voici une coupe du sol, composée en horizon.
L'horizon haut, qui est l'humus, c'est l'horizon, c'est là où se dépose toute la matière organique morte, reste d'être vivant, qui est riche en litière. L'horizon A, l'horizon mixte, qui d'incorporation de toute la matière organique à la matière minérale. L'horizon B, c'est l'horizon d'accumulation de la matière minérale, qui est plus en profondeur. Et enfin, donc l'horizon C, c'est l'horizon qui constitue donc la zone d'altération de la roche-mère. Alors, comment se forme le sol? Alors, il faut savoir que la formation de sol a pris des milliers d'années et cette formation résulte de l'action combinée de plusieurs facteurs, à savoir les facteurs physiques, comme l'érosion des roches, donc l'érosion des roches par le vent, l'eau et les variations de température, des facteurs chimiques, donc la décomposition des minéraux par des réactions chimiques, et enfin des facteurs biologiques qui sont liés à l'activité des végétaux, des animaux et des micro-organismes qui décomposent la matière organique et enrichissent le sol. Donc, ce schéma résume à peu près ce process. Donc, ça commence par une roche inerte et grâce à ces facteurs physiques, il y a une décomposition, une altération de cette roche inerte. Et c'est à partir de ce moment que viennent se fixer les végétaux et commence tout le process de décomposition minérale et biologique et la formation du sol. Il faut savoir aussi qu'il y a tout un cycle, et je voudrais donc parler aussi du cycle de la matière organique, qui est un cycle très important. Donc, c'est un processus qui est vital, où cette matière organique elle est créée par les plantes, les animaux, qui en décomposition par des micro-organismes, transformés en nutriments et en humus, puis absorbés par les plantes pour se développer. Ce cycle est très crucial pour la fertilité du sol, la croissance des plantes, la qualité de l'eau et de la biodiversité. En permaculture, cet accent est vraiment mis sur l'entretien et l'amélioration de ce cycle en utilisant des techniques comme le paillage, le compostage, l'agroforesterie et la culture sur sol vivant. Alors, le sol, cet élément extraordinaire, il a plusieurs fonctions. Il joue le rôle crucial dans la filtration de l'eau, car le sol retient les polluants et les bactéries, contribuant à la qualité de l'eau que nous buvons. Il contribue aussi au stockage du carbone. Donc, comme vous le savez, le sol stocke d'importantes quantités de carbone, élément crucial pour la régulation du climat. Et là, on parle de séquestration du carbone. Il joue aussi le rôle, il contribue aussi à la croissance des végétaux, car il fournit aux plantes les nutriments et l'eau dont elles ont besoin pour se développer. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres fonctions que donne le sol, même pour l'homme. C'est aussi un lieu où on conserve notre patrimoine culturel. Il fournit aussi des matériaux de construction. C'est aussi le lieu pour le fondement des infrastructures humaines. Et il est aussi une source de composants pharmaceutiques et de matériel génétique. En permaculture, il y a une approche un peu différente. C'est que la permaculture, il faut savoir que c'est à imiter et à créer des systèmes durables et résilients. L'un des piliers de la permaculture est de prendre soin du sol. La santé du sol est primordiale. Elle considère qu'un sol fertile nourrit les plantes qui, en retour, nourrissent la terre. Comprendre le sol, donc qu'il soit argileux, sableux ou limoneux ou calcaire, est essentiel. Des techniques adaptées existent pour l'enrichir, améliorer sa structure, son pH, créant ainsi un sol vivant et fertile, propice à une croissance végétale très abondante. Alors, la diversité des sols. Il n'existe pas un sol unique, mais une multitude de types de sols différentes, et on peut les classifier suivant trois critères. Le premier critère, c'est la texture, déterminée par la proportion d'argile, de limon et de sable. Alors, il faut savoir qu'un sol sablonneux, sur le plan granulométrique, il est composé de majorité de particules grossières, supérieures à 50 microns, faible proportion d'argile et de limon. Sa texture, elle est grossière et meuble, s'écoule facilement entre les doigts. Sa structure
donc elle est caractérisée par une faible cohésion, peut être facilement érodée par le vent et l'eau. Son drainage, le drainage d'eau, il est rapide, mais sèche rapidement après la pluie. La fertilité, il est faible en nutriments. Le lessivage est rapide. Le lessivage des éléments nutritifs est très rapide. Le pH, c'est un acide à neutre, généralement entre 5 et 7. Pour l'améliorer, il faut ajouter de la matière organique, comme le compost et l'argile, la litière de feuilles, et il faut appliquer une irrigation adéquate. L'autre type de sol, c'est un sol limoneux, ce qui est le plus recherché en agriculture. Il est composé de majorité de particules fines, entre 2 microns à 50 microns. Proportion équilibrée d'argile de sable. Sa texture, elle est fine et douce, se sentant légèrement granuleuse entre les doigts. Sa structure, il est composé d'agrégats poreux et sable, bonne infiltration de l'eau. Le drainage, il est bon, il retient l'eau, mais ne reste pas saturé. Sa fertilité est moyenne à élevée, avec une bonne rétention des nutriments. Son pH, il est neutre à légèrement acide, généralement entre 6. Il est généralement entre 6 et 7. Donc l'amélioration le maintien de la structure et la fertilité peut être donc assurée par l'ajout de matière organique si nécessaire. Alors, le sol argileux, sa granulométrie est de majorité composée de particules fines, inférieures à 2 microns, avec une faible proportion de sable et de limon. Sa texture, fine et compacte, se formant en boule lorsqu'elle est humide. La structure dense et peu poreuse peut se fissurer en séchant. Le drainage, il est lent, peut rester humide longtemps après la pluie. Sa fertilité, il est élevée en nutriments, mais peut être difficile à assimiler par les plantes. Le pH, il est neutre à alcalin, généralement entre 7 et 8. L'amélioration peut être faite par l'ajout de matière organique grâce à l'ajout de compost et de fumier. Du sable et du drainage adéquat. Alors, il est très facile de connaître le type de sol quand on veut faire une analyse rapide. C'est qu'on peut extraire donc, un échantillon du sol, donc de préférence homogène, et en mettant à une profondeur de préférence à 20 cm, on met l'échantillon de sol donc, dans un bocal, on remplit avec de l'eau, on agite activement donc le bocal, environ 3 minutes, après on fait un arrêt de 30 minutes et on rajoute donc l'agitation et on laisse sédimenter au moins 24 heures. Pour déterminer donc la composition, on mesure donc la proportion donc de chaque donc, composant et grâce donc à l'utilisation du triangle des textures, on peut donc établir la composition du sol. Donc la deuxième donc paramètre pour identifier donc le type de sol, c'est sa structure. Elle est définie par l'agencement des particules de sol et la présence d'agrégats. On a une bonne structure quand elle permet une bonne circulation de l'eau et de l'air, ce qui est favorable à la croissance des plantes, mais on a une mauvaise structure qui peut être tassée ou compactée, limitant la circulation de l'eau et de l'air. Le dernier donc, critère, c'est la composition chimique, qui est déterminée par la teneur en éléments nutritifs et en matière organique. Donc, cette composition chimique, elle est riche en matière organique, donc le sol, dans ce cas, il est fertile et sombre, et les pauvre en matière organique, quand le sol est clair et moins fertile. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Taï pour ces informations qui étaient utiles de revoir. Alors, moi j'ai tendance à dire que c'est vrai que quel que soit le type de sol et la condition du sol qu'on a, le remède miracle, c'est toujours d'apporter de la matière organique et puis de couvrir son sol. C'est ça qu'on fait en permaculture. Alors, toutes ces notions, on y revient bien sûr dans nos cours en permaculture, parce qu'évidemment, la science agronomique, on est basé dessus pour développer nos techniques. J'aimerais ajouter un petit angle finalement qui nous sert beaucoup dans la permaculture, avec un principe sur lequel on se repose beaucoup. C'est le fait de voir le sol finalement comme une zone de bordure, une interface entre le sous-sol et l'atmosphère.
et c'est ce qui explique qu'ils sont si productifs et qu'ils abritent tellement de vie à la fois sur les sols et puis dans cette sphère juste au-dessous du sol où se trouve l'écosystème de la vie du sol dont on reparlera mercredi si vous revenez avec nous. Ces zones de bordure dans la nature, elles sont elles sont très productives. On les retrouve au niveau des zones côtières, par exemple. On les retrouve au niveau des lisières entre les forêts puis les zones de prairies. Au niveau des bordures comme ce qu'on appelle les zones les rives des fleuves, les bordures des mares, des lacs. Toutes ces zones d'interface, elles sont très productives et les sols en font partie à une grande échelle et nous reviendrons sur les rôles qui ont été évoqués plusieurs fois par Madame Atia et puis Monsieur Nemessi sur la régulation par rapport au climat la semaine prochaine dans notre webinaire sur les sols et le changement climatique. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions si vous en avez. Juste, Oui, Taïeb? juste Corinne, allô? Oui. Ah, alors, je voulais juste, Corinne, rajouter quelque chose qui est en lien avec la permaculture et le sol. C'est que quand on veut travailler sur la restauration d'un sol qui est donc très usé, c'est qu'on doit déjà partir sur l'observation. Donc, observation très approfondie donc, du sol, du climat, et de voir ce qui se passe. Parce que, au fait, un sol dégradé, c'est un sol tout d'abord qui n'est pas couvert, où il ne se passe rien. Et restaurer un sol, c'est un processus qui prend énormément de temps. Donc, si on ne prend pas notre temps pour observer ce qui se passe sur le plan donc, physique et même sur le plan aussi biodiversité, parce que quand il n'y a rien sur le sol, donc il n'y a pas tous ces êtres vivants qui contribuent à l'amélioration et l'enrichissement du sol. Donc il ne faut pas aller rapidement dans un process de restauration sans passer par ces étapes donc de compréhension des mécanismes naturels déjà existants qu'on voit dans différentes zones et toutes ces que tu as dit, ces zones de contact. On peut aller dans des process qui sont plutôt négatifs que positifs pour le sol. C'est pour ça que tu te rappelles que ce qu'on a vu ensemble pendant la formation, et ce que je répéterai toujours, c'est la nature. Elle fait très bien les choses. Restaurer le sol ou aller dans des pratiques durables, c'est revenir à nos pratiques ancestrales et diminuer au maximum l'utilisation d'engrais chimiques qui sont néfastes pour l'environnement. Voilà. Oui, oui, en effet. Alors, toutes ces notions, on va essayer d'insister dessus dans les prochains webinaires sur à la fois prendre conscience des techniques les plus néfastes et finalement quelles sont les bonnes pratiques. Et c'est certainement avant tout de maintenir nos sols couverts, comme tu l'as rappelé. Je vois que tu as de beaux restes, ça fait plaisir. Alors, il y avait Hatem qui nous dit on pourrait aussi parler des menaces sur le sol, changement climatique et désertification et déforestation. Oui, alors changement climatique, c'est prévu. Et concernant désertification et déforestation, on va plutôt parler du rôle des forêts et des arbres comme outils justement pour lever tout ça. Je vois qu'il y a des mains levées. Honnêtement, c'est plus difficile pour moi si vous posez votre question dans le chat parce que je ne peux pas donner la parole à tout le monde, malheureusement. Pour le moment, c'est Madame Nahla Mokhtar. Oui.
Alors, on vous écoute, Madame السلام Nah. الكل. الو Oui, allez-y. عايشك الله يخليك. عندي سؤال صغير. احنا في الزون تاع جبلي عندنا لي سول سون سابلونو معناه. كيفاش اذا كان نجم نعرف بالضبط الطريقه كيفاش نجموا بروندر سوان دو سول سابلونو في البرماكولتور معناها فماش دي زاستيوس فماش Oui, bien sûr. Merci Nahla pour votre question. Alors les sols sablonneux, comme Taïeb l'a rapidement dit dans sa présentation, le meilleur outil, ça va être l'apport de matière organique. Donc le problème du sol sablonneux, c'est que l'eau n'est pas retenue et les nutriments non plus, ce qui fait que lorsqu'il pleut ou lorsqu'on irrigue, les nutriments vont être emportés dans le sous-sol et vers la nappe phréatique. Du coup, il reste peu disponible pour les plantes. Alors, dans ces sols, ce qu'on veut, c'est redonner de la structure avec la matière organique et peut-être aussi un peu d'argile si on peut apporter. Mais ce qu'on va avoir le plus facilement sous la main lorsqu'on cultive, c'est de redonner tout ce qu'on prend au sol, de limiter les exports et d'apporter de la couverture qui va générer de la litière et puis qui va petit à petit ramener du contenu de matière organique pour structurer le sol. Bien sûr, je vois Monsieur Mangi qui dit que la clé est de ne plus labourer un sol quand sa dégradation est avancée et je partage entièrement cette remarque. Le travail du sol répété, on aura l'occasion d'en reparler mercredi. C'est quelque chose qui va vraiment à contre-courant de la régénération et qui nous empêche d'améliorer durablement nos sols et de conserver leur fertilité. Une dernière remarque, oui, Nahla? Ok, merci Claire et Net, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vois que d'autres nous parlent de la monoculture. Oui, bien sûr, tout ce qui est rotation, certains biofertilisants, à voir qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Intégration de l'élevage aussi, bien sûr, toutes ces approches, on en parle beaucoup dans nos formations en permaculture et on a l'occasion de développer comment intégrer l'élevage, comment d'abord quelle bonne pratique aussi choisir. Et ça, on vous en parlera la dernière semaine, la semaine du 1er avril, dans nos webinaires qui seront plus concentrés sur l'approche de la permaculture pour la régénération des sols. On a le temps pour une ou deux questions supplémentaires, si vous voulez. Alors, j'ai une précision de Anis qui nous dit ce qu'il entend par biofertilisant comme les mycorhizes et le rhizobium. Alors, oui, mycorhizes, on en parle aussi mercredi. Donc, les mycorhizes sont des champignons qui aident les plantes à prospecter plus loin pour les nutriments et l'eau. Et les rhizobiums, ce sont des bactéries qui, elles aussi, se fixent aux racines pour aller chercher l'azote qui est contenu dans l'air et le mettre à disposition des plantes. Alors, une question de Haïfa, est-ce qu'on peut corriger les sols irrigués par des eaux salées? Alors, j'espère que je vais bien comprendre la question. Donc, des sols qu'on irrigue avec des eaux salées, comment peut-on les corriger? Alors, en premier lieu, il faut diminuer à tout prix le montant des eaux apportées. Donc, essayer de diminuer au maximum le besoin d'irriguer. Et ça, on va le faire avec la régénération du sol. Donc, un sol régénéré qui a une bonne texture et structure et un fort contenu de matière organique, il va pouvoir gérer beaucoup mieux l'apport d'eau pour les plantes, conserver beaucoup plus d'eau disponible pour les racines et du coup mieux valoriser cette eau qu'on apporte
et diminuer le besoin. Aussi, lorsqu'on va irriguer avec des eaux salées, si on peut le plus faiblement salé possible, il vaut mieux le faire sous couvert, donc sous la litière, pour éviter l'évaporation qui va cristalliser les sels en surface et donc augmenter ce phénomène de salinisation des sols. Voilà. Après, c'est sûr que je recommande pas du tout d'irriguer lorsqu'on dépasse un certain seuil de salinité. Bien sûr, on peut aussi adapter les cultures qui tolèrent mieux cette question de la salinité, mais sincèrement, c'est une question qui est assez délicate et c'est un peu comme tout, il vaut mieux ne pas saliniser plutôt qu'après d'avoir à réparer des sols salinisés. Alors, il y a... oui, on me dit qu'il y a une question, voilà, comment convaincre un agriculteur âgé de cette approche? Oui, alors ça c'est sûr que c'est pas toujours gagné. De notre expérience... La question toujours posée par... ouais. Oui, de notre expérience, c'est l'exemple et bon, malheureusement, ça prend du temps de prouver par l'exemple l'application des bonnes techniques de changement d'approche. Alors, nous, on a développé par exemple un outil qui est assez intéressant, qui est une charrue spécifique qui permet la régénération du sol. Et ça, c'est une approche qui marche assez bien parce que ça reste un outil qui est tracté. Ça ne remet pas complètement en cause la notion de travail du sol, on va intervenir, mais avec un outil qui est spécialement conçu pour éviter de retourner le sol et qui va juste décompacter sans perturber les horizons, donc les couches du sol, la couche du haut va rester en haut. Donc voilà, on essaye de trouver des façons par des changements qui peuvent être acceptables, mais qui ne remettent pas tout de suite tout en cause. Donc on approche pas forcément que les personnes âgées d'ailleurs qui sont réfractaires, mais on essaye d'y aller petit à petit et puis de ne pas avancer frontalement avec un bouleversement complet des points de vue et des techniques pratiquées. Je pense que voilà, donc j'ai eu des remarques intéressantes sur le paillage et le semis sur des sols vivants couverts. Oui, bien sûr, tout ce qui va être pratique qui limite les perturbations du sol et qui conserve cette couverture, c'est ça qu'on va encourager pour conserver la fertilité durable et cette vie du sol qui est précieuse. Oui, voilà, tout ce qui est aussi boisement avec les arbres, on va en parler beaucoup pour mettre en avant leur rôle essentiel dans tous les systèmes de culture ou d'élevage. Oui, et voilà, convaincre avec des parcelles de démonstration. Eh bien, il est temps pour moi de vous remercier beaucoup pour vos interventions et vos remarques, vos questions. C'était un plaisir de vous avoir et d'animer cette première séance avec vous. Et j'espère vous retrouver aussi nombreux, voire plus, mercredi pour parler du sol vivant avec Monsieur Mtimet qui va nous présenter cet écosystème fondamental et moi-même qui justement vous parlerai des techniques qui sont les plus néfastes et pourquoi elles le sont voilà comment on va commencer à travailler pour entretenir cette vie du sol. Merci à tous. Et oui, pour répondre à la question sur le partage, on va normalement partager avec vous les présentations de nos speakers et la vidéo, si la qualité le permet, sera diffusée sur nos médias en ligne. À très bientôt tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, à très bientôt. À très bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À mercredi, Inch'Allah. Oui, à mercredi.